Bonjour et bienvenue dans Interview, un programme qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Souad Jamaï, cardiologue et écrivain. Bonjour docteur Souad Jamaï, bienvenue dans Interview sur RTV. Bonjour et merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir justement de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre casquette d'écrivain et aussi de votre parcours. Ma première question, c'est parlez-nous de votre parcours professionnel. Bon, alors, mon parcours professionnel, il est assez classique. J'ai fait des études de médecine. Enfin, il n'est pas si classique que ça parce que j'ai un peu voyagé avant de faire mes études. C'est-à-dire que j'ai quitté le Maroc à l'âge de 6 ans. J'ai vécu dans 4 ou 5 pays différents, en Europe, en Afrique, où j'ai suivi mes parents. Et puis, finalement, j'ai fait mes études de médecine à Bruxelles et ma spécialité à Paris. Et après avoir obtenu donc mon diplôme, je me suis rentrée au Maroc après 30 ans d'absence, m'installer en tant que cardiologue. Voilà un petit peu mon parcours professionnel. Quand je suis arrivée, j'ai créé l'association des cardiologues privés de Rabat et donc j'ai ouvert mon cabinet et j'ai travaillé aussi dans une clinique et c'est un petit peu en ouvrant mon cabinet que j'ai découvert la culture marocaine de mon pays dans lequel je n'avais jamais vécu auparavant. Docteur Jamaï, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer justement au Maroc? Eh bien, rien ne m'a poussée parce que j'ai grandi avec l'envie de revenir au Maroc. Vous savez, quand vous êtes tout petit et que chaque été, vous passez vos vacances au Maroc, qu'il y a le soleil, il y a la famille, il y a les cousins, il y a les vacances, bon, on idéalise et notre objectif, c'est de rentrer. Donc, c'était assez simple, c'était une suite logique pour moi. Alors, vous êtes aussi écrivain. Votre premier roman chez l'édition Afrique-Orient, c'est Un Toubib dans la ville. Vous pouvez nous en parler? Alors, je vous montre la couverture aussi. Alors, en fait, ça aussi, cette première écriture, c'est une suite logique de mon parcours parce que quand je suis arrivée au Maroc, et comme je vous l'ai dit, j'ai découvert le Maroc, la culture marocaine, à travers les patients, à travers la salle d'attente. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion de voir des situations auxquelles j'étais pas habituée, des habitudes, des façons de poser des questions au médecin, d'exposer sa maladie. Et puis parfois, il y avait des anecdotes assez surprenantes. Et puis donc, vraiment toujours avec bienveillance, j'ai noté toutes ces anecdotes sans aucun objectif au départ. Et puis finalement, ça s'est fait très naturellement. J'ai écrit ce livre qui parle de ce jeune médecin un petit peu naïf qui découvre son pays à travers les patients et la salle d'attente. C'est comme ça que ce livre est né. Vous pouvez nous en raconter une anecdote? Oh, écoutez, j'en ai pas beaucoup en tête, il y en a tellement, mais ce que peux vous donner, par exemple, l'une des anecdotes dont je me souviens, c'est ce gardien de voiture qui monte à chaque fois pour essayer de montrer, de montrer son utilité dans le quartier, parce que c'est lui un petit peu l'ordinateur de tout le secteur, et qui gère les patients qui se perdent et qui essaye un petit peu de me dire, voilà, moi je peux t'aider à t'envoyer des patients. En fait, tout le monde essaie de naviguer, de voguer autour de ce médecin qui vient de s'installer, qui est un petit peu naïf. Et les anecdotes, c'est aussi la naïveté des gens, les gens qui imaginent que être chez un médecin, c'est aussi être complètement guéri juste en parlant au médecin. Cette bienveillance du patient marocain, ce lien particulier qu'il y a entre le patient et le médecin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup. Ce que je voulais dire, je ne sais pas si on en parlera après, mais c'est que ce livre a donné lieu à une pièce de théâtre. Et en 2018, j'ai monté un spectacle parce que, en fait, quand ce livre est sorti, on a fait un teaser. Un teaser, c'est-à-dire une petite vidéo de 45 secondes qui explique le livre. Mais quand cette vidéo est sortie, tout le monde pensait que c'était la bande-annonce d'un film. Donc, ça nous a fait rire et puis c'est ce qui nous a motivés à monter ce spectacle. Et donc j'ai mis en scène le livre et le spectacle. Tous les comédiens du spectacle étaient des médecins spécialistes installés à Rabat. C'était un petit peu pour descendre sur le médecin de son piédestal et pour montrer à tous que on peut faire un travail très sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux en dehors de notre travail. En fait, ça prône l'humilité, c'est l'humain, la bienveillance.
C'est une grande aventure humaine, hein, justement. Absolument, parce qu'un médecin, la première qualité d'un médecin, c'est justement d'arriver à créer ce lien de confiance entre lui et le patient. Et pour ça, il faut justement un degré d'humilité. Il faut aussi beaucoup de dérision dans le sens où il faut essayer d'être souriant avec le patient, de prendre un petit peu tout au second degré pour alléger un petit peu la peine de l'annonce d'une maladie. Enfin, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Alors, votre second roman, c'est Des ailes de papier aux éditions Virgule. Alors, pourquoi ce titre et il parle de quoi? Alors, voici la couverture des ailes de papier. C'est un livre qui est sorti en 2019 et finalement, je me rends compte que mon expérience en tant que médecin influe beaucoup mon écriture. Il part d'une histoire un peu triste qui est arrivée chez moi au cabinet. C'est l'histoire d'une jeune femme qui était venue consulter, envoyée par la médecine du travail, donc elle n'avait aucun symptôme. Bien sûr, je modifie le nom des patients, tout est dans la discrétion, mais je parle juste de l'événement en général. Oui, bien sûr, bien sûr. Cette patiente avait une anomalie cardiaque dont elle n'était pas consciente. Et quand je l'ai vue, j'ai découvert cette anomalie qui est une anomalie de naissance. Et le hasard a fait que le lendemain, une clinique m'a appelé pour me demander si on pouvait prendre en charge des patients ayant cette maladie parce qu'ils avaient un jumelage avec une clinique à Marseille qui allait la prendre en charge entièrement. Donc nous avons fait le passeport, le visa, c'était un acte purement social avec des cliniques, le visa pour la patiente, le séjour en clinique et à l'hôpital à Marseille. Sauf que cette jeune femme, elle a passé la nuit à l'hôtel et à 5 h du matin, elle a disparu avant de se faire traiter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peinée parce qu'elle n'a pas sauté sur l'occasion pour guérir. Et puis, il y a eu un contrat de confiance qui a été un petit peu... Et donc, cette jeune femme a disparu, mais j'ai fait du livre, de cette histoire, j'en ai fait un livre en associant aussi le fait que les jeunes actuellement... lorsqu'ils ont leur baccalauréat au Maroc, ils ont un baccalauréat, ils peuvent être brillants, mais s'ils ne dominent pas la langue française, quand ils vont faire leurs études au Maroc, même les études scientifiques sont en français, et ils ont un gap énorme entre ce qui se passe au lycée et à l'université. Et je voulais un petit peu tirer un signal d'alarme concernant l'éducation et concernant l'absence d'ascenseur social par les études chez nous au Maroc à cause de ce problème de langue qui est très important. Voilà, donc le premier livre était très drôle, le second est un peu plus sérieux. Oui, c'est ça, ça vous a touché en fait, le fait que cette femme ne prenne pas cette chance. Peut-être que justement elle a eu peur, hein, peut-être qu'elle a eu peur de l'opération. Et il y a des personnes comme ça, hein, en fait, qui fuient, qui préfèrent fuir que de regarder la réalité en face aussi. Hein. Ça peut être traumatisant et en même temps, je comprends que quand on est médecin comme vous et puis passionné et altruiste, empathique, c'est sûr que l'écriture de ce livre, des ailes de papier, ça porte bien son nom, quoi. C'est très fort en tout cas comme message. Ce qui était intéressant de voir dans le livre, c'était quelle était la part de la responsabilité de la jeune femme et la part de l'influence de la famille sur son choix et sa décision. Alors, docteur Souad Jamaï, le troisième roman, Le serment du dernier messager. Parlez-nous-en. Oui, alors voilà la couverture du livre. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Alors c'est un livre qui est sorti en 2021 et qui a été distingué par la mention spéciale du jury du prix Ivoire, qui est un prix pour la francophonie africaine. Donc il a eu l'équivalent du deuxième prix. Alors c'est un livre qui me tient à cœur parce qu'il résume un peu toute la médecine au Maroc, mais aussi dans le monde entier. C'est un regard un peu critique sur la médecine, mais toujours avec une histoire, un roman en filigrane, avec une histoire d'amour, beaucoup de science, mais aussi une histoire d'amour. Et c'est un parcours parallèle, un chemin croisé entre deux médecins, un qui travaille actuellement, et qui se projette quelques années plus tard, et qui entre en contact avec un jeune médecin
qui évolue dans un univers médical qui est complètement différent d'une autre, mais qui s'en rapproche beaucoup avec toutes les failles, toutes les critiques que l'on peut avoir sur ce qui se passe de négatif actuellement et qui risque de s'aggraver dans le futur, c'est-à-dire le biopouvoir, le transhumanisme, l'intelligence artificielle et tout ce qui déshumanise le lien entre le médecin et le patient. C'est vrai qu'en fait, on se pose beaucoup de questions au niveau de cette intelligence artificielle et jusqu'où va aller le progrès. Et c'est là où ça fait peur. Est-ce qu'on va rendre l'humain, on va robotiser l'humain et en faire justement ce transhumanisme qui fait vraiment peur. En même temps, il y a certains qui vont vous dire non, il faut aller dans le progrès, mais à quel point? C'est ça. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour le progrès, c'est évident. Je veux juste dire que le médecin doit continuer ou l'humain doit continuer à contrôler. Alors si on parle d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier qu'elle est très utile quand on a des décisions rapides à prendre, par exemple quand quelqu'un fait un infarctus, on a des protocoles décisionnels qui sont bien établis. Mais il y a deux choses que l'intelligence artificielle ne pourra jamais simuler, c'est la faculté d'empathie, premièrement. Et deuxièmement, la faculté d'anticipation. C'est-à-dire qu'un médecin, quand il traite, il imagine aussi les conséquences possibles, il demande aussi l'avis de son patient. Il y a tout un processus qui se met en place et qui n'existe pas dans la décision programmée d'une intelligence artificielle. Maintenant, moi, le livre parle surtout de transhumanisme. Comme vous le savez, c'est une culture qui prône l'usage de la technologie pour améliorer la santé physique et morale d'un individu. Mais la question importante, c'est un médecin doit-il traiter pour rétablir un état de santé initial ou doit-il traiter pour améliorer cet état et créer un surhumain? C'est principalement cela dont il s'agit dans ce livre. Voilà, avec le pouvoir des firmes pharmaceutiques, le biopouvoir, le libre arbitre des médecins qui pour moi est quelque chose de très important. Mais en fait, je pense que le serment d'Hippocrate, c'est bien de ne pas nuire à l'humain. Donc elle est là la question, est-ce que le fait d'aller vers le transhumanisme va pas nuire à l'intégrité de l'humain en lui-même, avec toutes ses émotions, avec toutes ses spécificités? L'être humain est un être multidimensionnel et qui a énormément de capacités. Si on va dire, on va mettre le transhumanisme dedans, est-ce qu'on l'empêche pas lui-même de chercher au fond de lui justement ce champ de tous les possibles, les capacités immenses qu'il a? Est-ce qu'il va se reposer sur l'intelligence artificielle et se dire bah, c'est bon, l'intelligence artificielle, on le voit d'ailleurs, on voit de plus en plus de jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs de français ou même justement, on le voit, et qui ont des notes extraordinaires. Mais là, en l'occurrence, on se dit, est-ce que l'humain se perd pas dans tout ça? Bien sûr que si, parce que si on parle de l'intelligence artificielle, ça s'appelle intelligence artificielle et son objectif, c'est un petit peu de prendre la place de l'intelligence humaine, de laisser. Alors, à partir du moment où l'intelligence artificielle va commencer à s'amplifier, l'intelligence humaine va se réduire. Et on sait très bien que moins on utilise notre intelligence ou n'importe quel outil que nous l'avons, il finit par s'étioler et disparaître. Donc, pour moi, c'est un danger très très grave pour les jeunes des prochaines générations. D'ailleurs, même sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, il y a, d'ailleurs j'en parle dans le livre, ce qu'on appelle l'effet Flint. L'effet Flint, c'est le fait que le quotient intellectuel des populations a augmenté au début du XXe siècle, après les guerres, quand il y a eu une amélioration des soins de santé et de l'éducation. Sauf que entre 1999 et 2013, il y a une étude britannique qui a montré que le quotient intellectuel des jeunes a diminué de 14 points à cause de l'usage des tablettes. Donc, il faut se poser une question. Maintenant, quand vous parlez de l'être humain qu'il faut garder, donc tout ce qui est humain, il ne faut pas oublier que même si le médecin essaye de garder ce lien humain parce qu'il est en tête-à-tête avec son patient, il y a tout un univers qui vogue autour de la médecine. Ce sont les assurances médicales, je parle, ce sont les firmes pharmaceutiques et qui créent tous, donc il y a avec l'État aussi un biopouvoir. Sans être complotiste, il y a des choses qui se constituent, qui génèrent et qui drainent beaucoup d'argent sur lesquelles nous n'avons plus beaucoup de pouvoir.
Là, on parle, par exemple, vous parlez du QI de nos jeunes hein, qui diminue, mais on se pose aussi des questions où il peut avoir, suite à cette utilisation massive de l'intelligence artificielle, des problèmes de dégénérescence cérébrale aussi. C'est-à-dire, on va augmenter les risques d'Alzheimer, de Parkinson, le fait de ne pas utiliser par soi-même ses facultés cognitives et laisser justement des robots ou une intelligence artificielle faire le travail à sa place. Là aussi, il va y avoir une augmentation des pathologies, je pense. C'est possible, bon, je ne suis pas neurologue, mais on peut imaginer énormément de choses. Ouais. C'est évident qu'il y aura une influence. Maintenant, c'est vrai que l'intelligence artificielle a des vertus. Bon, de façon anecdotique, je vais sortir dans quelques jours mon prochain roman qui s'appelle La version des faits. Et pour faire le teaser, la petite bande-annonce pour parler du livre, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour créer des images improbables. Ouais. J'avais besoin de l'image d'une fée âgée qui fume. C'est une image qui n'existe pas et l'intelligence artificielle me l'a créée exactement comme je l'imaginais. Donc, si on arrive à utiliser l'intelligence artificielle et toute cette technologie à bon escient, à petite dose, en laissant notre pouvoir, nos facultés d'imagination, et tout ira bien. Maintenant, comment créer cette limite pour des jeunes qui sont avides de connexion, de découverte, en laissant leur imagination propre évoluer comme il faut? C'est ça la véritable question. Et je pense que les psychologues et les pédopsychologues vont avoir beaucoup de travail pour les années à venir. Oui, je pense énormément, justement, parce qu'il y a une dépendance. Il y a de plus en plus de dépendance. Et là, malheureusement, qui crée aussi la pathologie. Après, on le voit, hein. On le voit, il y a de plus en plus de jeunes qui sont malheureusement TDAH, autistes, de plus en plus aussi de bipolaires, de schizophrènes. On se pose vraiment beaucoup de questions vers... d'insécurité, de mal-être, de manque de confiance en soi, toutes ces situations par lesquelles le jeune passe forcément, mais qui se retrouvent aggravées par toutes ces images qui nous entourent et ces soi-disant canons imposés. Alors, vous avez parlé justement de votre actualité, hein, donc la version des faits que j'ai vue, j'ai regardé justement ce que vous m'avez envoyé. Et c'est vrai que, en fait, vous allez nous parler un petit peu du pourquoi de la version des faits. Quand on voit justement les teasers, on voit un peu la vidéo, on se dit c'est l'inverse de ce qu'on connaît dans notre jeunesse. Et en fait, c'est ce qu'on vit actuellement. Et si ce qu'on avait connu se transformait par exemple, là, la fée qui se met à fumer, on voit des versions complètement loufoques. Et en fait, c'est un peu ce qu'on vit. C'est nos problèmes de société. Oui, absolument. Mais ce que je voulais surtout, c'était déconstruire les contes en essayant de montrer ou de déconstruire surtout tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'on nous a inculqués depuis que nous sommes jeunes. Et la meilleure façon de le faire pour moi, c'était les contes, parce que nous avons tous eu l'occasion, enfants, de nous voir raconter des contes qui nous ont créé un imaginaire incroyable avec les petites filles qui attendent le prince charmant et qui attendent l'amour, qui attendent celui qui va les sauver, et le petit garçon qui va à la découverte, qui se bat contre les dragons, tout ça. Donc ça, bon, bien sûr, je ne parle pas que de ça dans ce livre qui est une pièce de théâtre. Hein. Je parle surtout de déconstruire vraiment tous les préjugés sociaux que nous avons actuellement, tout ce qui me semblait important en tout cas. Et pour cela, j'ai choisi de mettre en scène une fée qui au départ devait s'occuper de Cendrillon, mais qui, parce qu'elle est en pleine crise existentielle, décide de ne plus exaucer les vœux et décide de n'en faire qu'à sa tête. Le problème, c'est qu'il y a un chamboulement dans le temporo-spatial, spatio-temporel, qui fait que tous les contes se retrouvent complètement chamboulés et que les personnages principaux de ces contes et légendes, bien sûr, parce qu'il y a des légendes orientales, occidentales, tous ces personnages se retrouvent sur la même scène et essayent de se libérer de ces préjugés, essayent de se libérer de ce que le conte leur a imposé et qui ne leur convient plus. Voilà, donc il y a Scheherazade avec Cendrillon, Scheherazade qui ne veut plus raconter d'histoire, Cendrillon qui
qui drague sur des réseaux de rencontres, Barbe Bleue qui va essayer de séduire des femmes à côté d'un hammam. Donc je mélange un petit peu tout et j'espère que ça va plaire et que, bon, en tout cas moi j'ai beaucoup ri en l'écrivant et il sort pour le Salon du Livre à Rabat le 2 juin, Inch'Allah. En fait, ce qui est bien dans cette version des faits, vous parlez de déconstruction justement de ce qu'on a eu comme programmation, parce que je parle de programmation en étant enfant. Donc en fait, vous mettez le point sur les fausses croyances. L'humain a grandi avec beaucoup de fausses croyances et malheureusement ces fausses croyances l'ont conditionné, l'ont limité, l'ont enfermé justement dans une case, alors qu'en réalité, il est important de déconstruire tout ce qu'on nous a appris pour nous mettre face à nous-mêmes. Et donc là, à travers cette version des faits, vous nous mettez face à nos propres peurs. C'est-à-dire qu'on grandit avec l'idée, oui, les jeunes filles, un jour, mon prince viendra. Mais en réalité, le prince, il met longtemps. Alors des fois, on attire un prince ou une princesse, mais c'est pas comme dans les contes de fées. Mais c'est important justement, et je pense que peut-être que c'est le message que vous avez voulu faire passer, c'est de regarder la réalité en face. Voilà, mais je crois que les femmes actuellement ont bien compris, parce qu'elles donnent toutes les chances à leurs filles autant qu'aux garçons. On n'est plus au stade où on dit, allez, après tu te marieras et c'est tout, c'est plus du tout un objectif. Ouais. On le voit bien autour de nous. Et les femmes cherchent d'abord à s'émanciper, à être heureuses, à s'écouter elles-mêmes. Puis si jamais il y a une histoire d'amour qui vient, tant mieux, mais ce n'est plus une priorité indispensable, parce qu'elles arrivent à s'épanouir autrement. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un qui a fait une étude sur les contes de Grimm et ils se sont rendus compte que 80% des personnages féminins des contes de Grimm sont des personnages qui sont négatifs, c'est-à-dire soit ce sont des princesses ou des jeunes filles qui nettoient toute la journée en attendant le prince, soit ce sont des fées, des sorcières, soit ce sont des marâtres. Alors ils se sont interrogés sur le mot parâtre. Pourquoi il n'y a pas de parâtre, l'équivalent de la marâtre au masculin, dans les contes de fées? Et puis, je voulais surtout aussi montrer, parce que j'ai 3 ou 4 personnages féminins orientaux, et je voulais montrer que dans les contes orientaux, il n'y avait pas cette passivité, autant que dans les contes occidentaux, de passivité de l'héroïne en train d'attendre. Souvent, c'est elle l'actrice de sa vie, comme chez Sherazade, par exemple. Voilà, c'était surtout pour montrer que ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Les gens imaginent que la femme arabe et musulmane est complètement sans personnalité. On attend ce qui... Nous savons, nous, que ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, c'est de moins en moins le cas. Exactement. Et on va un peu plus loin. Quand on voit l'histoire de Adam et Ève et de la pomme, c'est à cause de Ève que Adam a mangé la pomme. Et en fait, dans l'inconscient collectif, le mâle, c'est la femme. Et donc, c'est pour ça que certains hommes sont méchants avec la femme. Ça va loin, hein, mais là, c'est vraiment dans la psychanalyse, là. C'est vraiment dans l'inconscient de cette mémoire-là qui fait que ça transmet, malheureusement, un message qui fait que négatif. C'est pour ça que déconstruire les contes, bon, moi c'est un conte pour adultes, mais ça pourrait être lu par des enfants aussi, il n'y a pas de limite. Ouais. Mais ce qui est important, c'est justement de lire les contes, mais tout de suite après, de les détourner pour en faire la partie critique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut des contes dans l'enfance, bien sûr, mais il faut toujours essayer de les rajuster. Ouais. Quelque part, ajuster un petit peu le message et apporter à la critique. Alors, pour parler un petit peu des contes, j'ai regardé un petit peu les contes africains aussi. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les contes africains, c'est qu'ils prennent toujours comme image, ils parlent en fait d'un défaut. Par exemple, la curiosité, l'avarice, mais ils ne vont pas mettre en scène une femme qui est victime, qui a elle ce défaut amplifié, comme le ferait le conte de Barbe Bleue ou de La Belle au Bois dormant. Non, dans les contes africains, le plus souvent, ils mettent comme personnage un animal. Pourquoi ?
tout simplement pour ménager l'ego de l'humain, qu'il soit homme ou femme. Moi, je trouve ça magnifique. Eh ben, c'est beau en tout cas. Bah, c'est le mot de la fin parce que c'est déjà la fin de l'émission. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres, docteur? C'est-à-dire, vous parlez de l'imagination ou de Tous vos l'idée, livres ou sur est-ce qu'on peut- Internet pour les acheter? Ah oui, alors bon, sur Amazon en général, D'accord. à Rabat, au Maroc, dans toutes les librairies, mais en général, on peut les commander sur Amazon. Ils sont aussi le Serment du dernier messager, et on peut le trouver à l'Institut du monde arabe. Sinon, dans les librairies sur commande, partout. Merci beaucoup, docteur Souad Jamaï, pour votre participation à l'émission Interview. Et je vous dis merci à vous de nous avoir suivis sur RTV. Au revoir.